Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Ferveur, le podcast qui s'intéresse au supporterisme, quel que soit le sport et quel que soit le lieu. Dans Ferveur, vous êtes libre de vous exprimer comme vous le souhaitez et nous allons aller à la rencontre de passionnés pour comprendre qui ils sont et comment s'exprime leur amour pour un athlète, une équipe ou une nation. Le compte de Batum. Allez, petit gars, allez, mon grand. T'es grand aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis hyper content de recevoir mon premier invité. Je suis ravi de démarrer par toi, François. Est-ce que tu veux te présenter en 2 mots avant que j'explique un petit peu plus ce que tu fais? Avec plaisir, Arthur, merci de me recevoir. Quel honneur d'être le premier de ta longue série, je te le souhaite, de podcast. Je m'appelle François Van de Weg. Je suis lillois, je suis supporter du LOSC et j'ai cette chance aussi depuis peu d'être le speaker officiel du club. Voilà. Et bien sûr, amoureux de football. Bah, complètement. Ce que je te propose, c'est d'y aller un peu par étapes. J'ai envie de comprendre qui est François, l'enfant, le supporter qui découvre le LOSC. Est-ce que tu te souviens du premier pas que tu as fait dans un stade? Alors, est-ce que c'était Lille ou déjà un autre club? Alors, un stade en tant que spectateur ou un stade en tant que gamin qui va jouer? Alors, en tant que spectateur plutôt, on pourra revenir sur ta carrière de grand footballeur. Je sais qu'elle est marquante. Mais plutôt en tant que spectateur, ta première émotion dans des tribunes, quoi. Alors, écoute, j'y suis allé. Mon premier match, c'était quand j'avais 4 ans, à Grimont-Pré-Joris. Ok? Donc en 89. J'ai peu de souvenirs, je t'avoue. De toute façon, j'ai très peu de souvenirs d'avant mes 9 ans, tu vois. Donc voilà. Mais je sais que mon premier match, c'est à cet âge-là, en 89, à Grimont-Pré-Joris. Et après, j'ai des souvenirs de deuxième division. Au LOSC, j'ai souvenir d'un match contre Louan Cuiseaux, enfin tu vois, des matchs comme ça où t'avais quand même relativement de monde dans le stade, ou alors c'est parce que j'étais jeune et je trouvais qu'il y avait du monde, mais c'était pas des affluences extraordinaires non plus à l'époque. Mais ces premières émotions là, ouais, elles sont pour le coup encore vives parce que tu vis tes premières émotions euh, pour ton club, tu vois. C'est là où tu commences vraiment à nourrir ta passion et à fréquenter de plus en plus souvent le stade et ouais, et à vibrer en même temps que le public, à comprendre un peu ce qui se passe sur le terrain aussi, parce qu'avant un certain âge, tu captes pas tout, tu vois, mais les enjeux, etc. Mais ouais, je dirais, ouais, vers 8 9 10 ans, c'est là que tu commences vraiment enfin, c'est là que la passion a commencé vraiment à naître, quoi. T'as en mémoire un match, un joueur éventuellement qui t'a donné un petit déclic à voilà, cette dizaine d'années où tu t'es dit, ah, voilà, moi c'est le LOSC et ce sera jamais personne d'autre, quoi. Alors, j'ai plusieurs joueurs. J'ai Assadourian, Olosk. Avant ça, il y avait aussi Kenneth Anderson, etc. Donc là, des joueurs de champ. Mais il y a un joueur, moi, qui m'avait marqué parce qu'à l'époque, j'étais gardien de but. Et celui que j'adorais, moi, c'était Jean-Claude Nadon. Ok. Jean-Claude Nadon, ça parlera certainement aux fans du LOSC d'un certain âge. Mais Jean-Claude Nadon, ouais, moi, j'étais un immense fan et j'avais même, pour l'anecdote, réussi à être derrière lui parce qu'il avait arrêté un super penalty et j'étais tout en bas de la tribune réserve, la tribune seconde, pardon. Et pendant une mi-temps d'un match de Coupe d'Europe sur Canal+, il faisait le top 5 des arrêts de Division 1. Et il y avait l'arrêt de Jean-Claude Nadon et moi, j'étais derrière comme un dingue. Et ouais, Jean-Claude Nadon, pour moi, c'était mon idole de l'époque quand j'étais gardien de but. Mais après, ouais, des joueurs, c'est difficile de n'en citer qu'un. Il y a eu tellement de joueurs au LOSC sur ces premières années-là, en tout cas. Et du coup, on avance un poil dans le temps. Plus tu deviens ado, plus j'imagine tu comprends un peu ce qui se passe dans un stade, sur le terrain, mais aussi dans les tribunes. À quel moment ta passion prend un tournant et tu deviens vraiment un supporter intense du LOSC? Écoute, pour moi, ça a été la remontée en D1. Quand on est remonté en D1 lors de la saison 99-2000, déjà la saison a été extraordinaire. J'ai eu la chance de la vivre, alors pas en totalité, mais d'aller à pas mal de matchs à Grimont-Pré-Joris à cette époque-là. Il y avait une ambiance de fou. Tu sentais qu'il était vraiment en train de se passer quelque chose, surtout que quelques années avant, c'était vraiment la misère, quoi. Limite la descente aux enfers. Le club était, je ne savais pas si on était à 2 doigts de la banqueroute, mais en tout cas sportivement, c'était vraiment très très chaud. Et t'as Vahid Halilhodžić qui est arrivé, qui a commencé à monter un groupe de guerriers.
qui était surtout un groupe très très physique, pas forcément très technique, et surtout ce qui se passait là-bas, et c'est ça qui fait que, ouais, je pense qu'il a fait naître vraiment cette passion, cette ferveur et cette, comment dire, cette régularité, enfin, tu vois, où vraiment t'attends toutes les semaines qu'il y a un match, etc. C'est que dans les arrêts de jeu, on était toujours incroyable. On faisait des fins de match complètement dingues parce que physiquement, on était au-dessus des autres. Et ça, j'ai la chance de le tenir de mots de vive voix de Fernando D'Amico, qui était aussi un de mes idoles, que j'ai grâce à mon poste actuel, que j'ai pu rencontrer, avec qui j'ai pu discuter, et qui disait techniquement on était nuls, mais c'est juste qu'on commençait à marcher sur nos adversaires à partir de la 75e parce qu'on les faisait courir à fond et que nous on était encore en jambes grâce aux entraînements très très intenses de Vaïd. Et en fait, si tu veux, à partir des 10 dernières minutes à Grimont-Pré, tout le monde se levait. Surtout dans les arrêts de jeu, mais tout le monde se levait parce que peu importe le score, on sentait qu'il allait se passer quelque chose. Et toi, en tant que supporter, tu sens que ton équipe, elle est capable de tout. Même si elle est dominée techniquement, même si elle joue contre un adversaire qui est plus fort tactiquement et techniquement, elle a tellement faim, cette équipe-là, elle a tellement les crocs, et elle a tellement de ressources physiques et de ressources mentales que tu sais qu'il va se passer quelque chose. Et cette saison-là, il se passait toujours quelque chose. C'était complètement dingue. Un but, 3 points, un grand match et une ambiance jamais vue cette saison au stade Grimont-Pré-Joris. C'est magnifique. On a une moyenne d'âge extraordinaire de 24 ans, je crois. C'est extraordinaire pour tous ces jeunes et pour le club. Et j'espère qu'on va faire encore un bon match à Guingamp pour accrocher cette D1 qui nous échappe depuis la saison dernière et que l'on veut à tout prix. Et donc on monte en D1. L'année suivante, tu viens de monter, t'es promu, tu finis 3e, tu te qualifies pour la Ligue des Champions. L'année suivante, donc le tour de barrage, ça je m'en souviens, j'étais en vacances avec un de mes meilleurs potes qui n'était pas du tout supporter de Lille, mais il a commencé à s'intéresser au club quand il a vécu ça avec moi. On fait cet exploit à Parme avec le coup franc de Johnny Ecker. Voilà, c'est exploit sur exploit. Moi, j'ai eu la chance de grandir à cette époque-là avec mon club qui a enchaîné les exploits, tu vois. Et quelques années après, il y a eu le titre 2010-2011, mais vraiment cette passion, ce côté supporter à fond. Et oui, où j'ai été picousé à jamais, c'est ça. C'est de 99 à 2001, on va dire. Et la période 99-2001 qui a comment dire, qui a piqué quelque chose en moi et voilà, et à partir de là c'est terminé quoi. Tu peux plus supporter un autre club, c'est pas possible. Déjà c'est ma ville, c'est chez moi, et comme moi j'ai grandi un petit peu aussi en Rhône-Alpes, en parents divorcés, mon beau-père qui a été muté en tant que prof en Rhône-Alpes, tu vois, j'ai fait de ma 6e à mon bac là-bas pendant la grosse période d'hégémonie lyonnaise où toi t'arrives pour défendre tes couleurs, tu vois. Donc ça forge une âme de supporter de devoir défendre tes couleurs dans une terre de, j'allais dire, de footix. Pas gentil. Mais tu vois ce que je veux dire, à cette époque-là, tu avais énormément de supporters lyonnais qui découvraient le foot, bah oui, parce qu'ils commençaient à marcher sur tout le monde, bref. Ouais, Donc, bien sûr. donc voilà, tu vois, ouais, c'était ça. Cette époque-là, de 99 à 2001, elle était incroyable, quoi. Pour tout supporter lillois, c'est complètement fou. Boum, Johnny Ecker. Oh, quel but! Quel but, le pied gauche de Johnny Ecker, le Nîmois! Et Lille qui ajoute un deuxième but sur la pelouse du stade Ennio Tardini. Oh, quel but de Johnny! Et tu vois, je me mets à la place de gamins aujourd'hui qui ont vécu le titre 2020-2021 à l'âge que j'avais à l'époque. Bah, c'est hyper important parce que derrière, tu as eu une belle campagne de Ligue des Champions, tu en avais eu une aussi avant. Je me dis, ouais, c'est bien parce que là, on a marqué les esprits de gamins et on est en train de gagner encore en supporter pur et dur, tu vois. Moi, c'est ce qui m'est arrivé et ça s'est reproduit il y a quelques années là et ça, c'est cool. C'est hyper important pour un club, ça, d'avoir des temps forts, des temps historiques. Complètement, complètement, et d'autant plus quand tu parles de reconstruction, de montée, je pense que cet amour pour le club, il se construit aussi dans les moments plus compliqués. Oui, Euh, Là, tu vois, en ce moment, j'analyse un peu la situation de Strasbourg et je me dis que la plupart des supporters étaient plus attachés à leur club quand ils étaient en CFA et leur remontée en national ouais. petit à petit par rapport au rachat là par Bluco. Et du coup, il y a moins d'attache, il y a moins de sentiment d'appartenance par rapport aux joueurs. Et c'est intéressant ce que tu dis par rapport à justement être passé par des moments très forts, quoi. Ouais, c'est ça. C'est des épopées, que ce soit en championnat ou en Coupe d'Europe ou quand tu fais des trucs comme ça peut être une compétition mineure, entre guillemets, tu vois. Mais voilà, tant que ton club te fait vivre des choses, ouais, ça te marque et derrière, tu changes plus de couleur, quoi. C'est pas possible. Tu as parlé d'un stade assez historique du football français. Toi, du coup, tu as la chance d'avoir vécu trois stades du même club, Ouais, Grimont-Pré-Floris, le Stadium à Villeneuve-d'Ascq et Pierre-Mauroy maintenant. Euh, ouais.
Question un peu bête, mais c'est quoi ton préféré et qu'est-ce que tu retires de chaque stade? C'est quoi le mot qui te vient en tête quand tu penses à l'ambiance qu'il y avait dans les trois différents stades? Alors, si je le fais vraiment en un mot pour chaque Grimont-Pré, il y en a plusieurs hein, qui viennent. Mais voilà, si je réfléchis pas trop longtemps, le Grimont-Pré, c'est proximité. Tu pouvais toucher les joueurs, quoi. Tu tendais ton bras à travers la grille, tu touchais les joueurs. Le stadium, je dirais froid. C'était bouillant, hein, mais c'était froid. Ouais. T'avais le vent dans le dos l'hiver, c'est l'enfer. Et Pierre-Mauroy, c'est la magie parce que lors des gros matchs, on arrivait, on tout de suite réussi à attirer des stades pleins, enfin tu vois, à faire des guichets fermés, le toit qui se ferme. Et puis quand je dis magie, c'est surtout parce que eh ben c'est mon stade, enfin voilà, c'est le stade où j'ai fait mes débuts de speaker. Donc pour moi voilà, la magie elle réside surtout là-dedans. Mais ouais, Grive-en-Pré, c'est énormément de souvenirs, le stadium aussi. Enfin ouais, et j'ai eu cette chance effectivement de connaître ces trois stades-là, ce qui est assez rare, je pense, dans la carrière entre guillemets d'un supporter. Alors, ouais, je pense, ouais. Euh, Justement, on va y venir à cette transition professionnelle parce que tu en as parlé en introduction, tu as réalisé, je pense, le rêve de 97% des supporters qui vont nous écouter, quel que soit le Ouais. sport au final, parce qu'on on va beaucoup parler de football, mais on va ouvrir un petit peu le sujet un peu plus tard dans ce podcast. Mais tu as réussi voilà, à devenir le speaker de ton club. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, bah, en quelques mots, comment s'est faite cette transition, comment est venue cette opportunité, quoi? Eh ben écoute, tout simplement grâce aux réseaux sociaux sur lesquels j'étais pas du tout connecté à l'époque. Et en fait, au moment où Anne-Sophie Roquette a annoncé qu'elle partait, qu'elle lâchait le micro, le LOSC a passé une annonce pour recruter la nouvelle voix sur les réseaux sociaux, etc. Moi qui n'y étais pas trop, j'ai été identifié par deux potes parce qu'à l'époque j'étais en reconversion professionnelle après un licenciement économique. Tu vois, je m'étais lancé dans la comédie, j'avais fait une formation de voix off. Enfin, les gens savaient ça autour de moi et se sont dit voilà, ils m'ont identifié. Moi, au début, ma première réaction, ça a été de faire ouais. Et ma deuxième réaction, 3 secondes plus tard, ça a été de faire ouais. Ouais. Donc, je suis parti, tu vois, je suis parti dans un magasin de bricolage acheter de la nappe verte pour faire mon fond vert parce qu'il fallait faire une vidéo de présentation, etc. Donc, j'ai fait tout ça, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Je me suis retrouvé au casting. Déjà, pour moi, c'était gagné. Enfin, voilà, me retrouver au casting, à être sélectionné parmi, je sais pas, il y avait peut-être 200, il y a eu 200 vidéos de présentation, tu vois, et après, on n'était plus que 6 à passer ce casting au stade Pierre-Mauroy. Et puis voilà, un certain 24 juillet, j'ai un certain Paul qui m'appelle et qui me dit que c'est moi qui ai été choisi. Et ouais, j'ai posé le téléphone, j'ai brayé comme un gosse, tu vois, Tu tout m'étonnes. simplement. Ouais, Le rêve. j'ai pleuré de joie. Et puis, bah ouais, c'est clair. Je le sens, en fait, si tu veux, je le sentais bien parce que pendant le casting, je m'étais bien senti. Puis, il y avait des profils, je savais pas trop ce qu'ils venaient faire là. En vrai, c'était peut-être un peu plus parce que c'était bien de les avoir. Il y avait du journalisme. Hein. Enfin, bon, voilà, c'était un peu. Voilà, j'avais déjà éliminé la moitié des candidats, mais il y en avait deux autres qui étaient très très sérieux. Et donc j'avais des raisons d'y croire, mais à la fois, voilà, t'es quand même pas sûr, t'es pas tout seul. Bref, une immense joie. Et voilà comment j'en suis arrivé là, tout simplement via un casting. En fait, j'ai énormément de gens qui me disent mais qu'est-ce que tu as fait pour être speaker, etc. Qu'il y a une école de speaker, tu sais, je reçois beaucoup au moment des stages de troisième. Est-ce que je peux venir faire un stage d'observation avec toi? Qu'est-ce que tu as fait comme étude, etc. Non, en fait, le truc, c'est que tu as énormément de gens qui viennent du métier de la radio pour faire ce métier-là. Et moi, c'est l'inverse. Ça m'a donné l'opportunité justement de faire de la radio. Ça aussi, c'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. Mais voilà, ouais, vraiment encore aujourd'hui, je vis un rêve éveillé et l'histoire est juste folle. Ouais, c'est clair que je sais que je suis très, très envié par peut-être plus de 97% des supporters. Sans doute, sans doute. Tu arrives du coup, tu te souviens de ton premier match en tant que speaker? Ouais, ouais. C'était Ouais, quoi? ouais, c'était un match, c'était un fan day. À Ok. l'époque, on faisait des matchs de gala juste avant le début du championnat. On recevait l'Aroma et donc c'était au mois d'août. Bah, en fait, j'apprends le 24 juillet que je suis le nouveau speaker et le 3 août, premier match. Ça te laisse pas beaucoup de temps pour te préparer hein, pour un truc que t'as jamais fait de ta Petite vie, tu vois. pression? Petite pression, c'est clair. Et je me souviens que j'avais tout noté, tout ce que j'allais dire à la virgule parce qu'on m'avait envoyé un conducteur et j'avais tout noté dans un petit carnet de 52 pages, tu sais. Et quand je suis arrivé en loge avec Charlie, avec qui je travaille en binôme, elle a explosé de rire. Elle m'a dit, mais jamais tu vas lire tout ça, etc. Et bon, j'avais besoin de l'avoir écrit. Et pour l'anecdote, je suis dans le tunnel, vraiment dans le tunnel des joueurs, parce qu'ils avaient quand même mis un petit peu
Tu vois, ils avaient mis un peu le suspense, ils avaient fait un teasing sur les réseaux sociaux. Enfin, je succédais à Anne-Sophie Roquette, légende du LOSC, tu vois, 30 ans de micro. Donc, Complètement. voilà, ils ont marqué le coup. Donc, les gens attendaient de savoir qui ça allait être. Donc, Charlie est au milieu du terrain, elle passe le teaser vidéo, et à la fin du teaser vidéo, moi, il fallait que je rentre dans le stade et que les gens me découvrent. Et donc, moi, je suis comme ça, hein, je flippe à ce moment-là. Tu as la régie qui te dit H-30 secondes, H-20 secondes. Et puis, à ce moment-là, j'ai Galtier qui rentre, Christophe Galtier, qui rentre dans le tunnel direction les vestiaires. Et j'ai donc le fameux Paul qui me présente au coach. Et le coach dit ah ouais c'est toi, et là il commence à me prendre tu sais par les épaules comme ça en me secouant, ah, il faut que tu mettes le feu, on compte sur toi et tout ça. Le coach Galtier qui te manage, qui te booste en 2 phrases et 8 secondes, et j'ai complètement oublié ce que j'avais prévu de dire. Je suis rentré sur le terrain parce qu'au même moment t'as la régie qui dit go 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 go, faut y aller. Je suis entré en courant sur le terrain comme une furie, enfin en furie, et puis je sais même plus ce que j'ai dit, je t'avoue que je sais plus, j'ai dû crier, je sais pas trop. Et après voilà, après c'est parti. Les premiers matchs n'ont pas été faciles. Ce match-là a été un régal si tu veux, mais dans la partie d'animation t'es pas à l'aise parce que c'est la première fois que tu fais ça. C'est quand même hyper impressionnant. Heureusement il y a Charlie qui m'a beaucoup aidé. Et voilà, après premier but que je célèbre, Timothy Weah. Après il y avait Louis Arrojo aussi, on perd, non Timothy Weah parce qu'on perd 3-1. On est quoi, Mais voilà, 2016, 2017 là? non, on est non moi j'arrive à la saison 2019-2020. Ok, je voyais ça plus tôt. Ouais, dans 3 août 2019. Ok. Et Ma pour toi, première saison ne se termine pas parce que j'ai fait, il y a le Covid qui arrive, et ma première exact, saison en tant que speaker ne se termine même pas, tu vois. exact. C'est plutôt un avantage ou un inconvénient au moment où tu là rentres sur le terrain en tant que speaker d'avoir été supporter du LOSC selon toi? Ah, absolument, absolument. En fait, si tu veux, le club avait pris ce parti de recruter un passionné pour le professionnaliser, ce qui était beaucoup plus dur que de recruter un professionnel et de le passionner. Tu vois, Complètement. c'est très pertinent comme méthode. Après, je vais pas te dire le contraire puisque c'est moi qui ai été choisi. Mais ouais, dans le critère numéro 1 dans l'annonce qu'ils ont passé sur les réseaux, c'était d'être passionné du LOSC. Voilà, c'était voilà. Et après, ils disaient bien sûr être à l'aise à l'oral, etc., savoir bien s'exprimer, voilà. Mais là, le premier critère, c'était ça. Justement, j'ai eu la chance de faire pas mal de stades dans ma vie et le rôle de speaker, il est extrêmement différent selon les stades, selon les équipes. Ok. J'ai grandi en allant voir Lorient régulièrement. Il y avait un speaker Mhm. que tu connaissais qui s'appelait Didier Le Botmel, parce que malheureusement il nous a quittés il y a quelques années, Mhm. et qui m'a marqué parce qu'il était complètement dingue, complètement fou à courir partout, à hurler Ouais. partout. Et à l'inverse, j'ai vu des speakers beaucoup plus fermé, on va dire, beaucoup plus. Alors, je sais pas si le mot professionnel, j'aime pas ce mot, mais en tout cas beaucoup plus strict dans Protocolaire. leur mission Ouais. protocolaire. C'est Ouais. exactement ça. Est-ce que pour toi, pour être un bon speaker, il faut absolument être passionné? Pour moi, oui. À ce niveau-là, si tu veux, enfin, à ce niveau-là, pas forcément, hein, peu importe le niveau même, mais si tu veux emmener avec toi les supporters, si t'es pas crédible, si t'es pas toi-même supporter, c'est compliqué. Si t'es pas en mesure de montrer que toi t'es passionné, que tu vois, en fait, être speaker dans un stade de Ligue 1 ou ça peut être de top 14 ou ce que tu veux, mais nous on est là pour donner de l'énergie et en recevoir. Enfin, tu vois, c'est un véritable échange. Moi, je ne conçois pas qu'on puisse pas être supporter d'une équipe pour être speaker et pour le faire bien et pour que les gens soient vraiment en interaction avec toi et te répondent, en fait, pour qu'il y ait un véritable échange. Après, tu peux le faire. Moi, il m'est arrivé de le faire il y a encore il y a pas si longtemps pour l'équipe nationale belge de rugby. On m'a appelé pour être speaker pour l'équipe nationale belge de rugby. Expérience incroyable, en vrai. Je me suis vraiment éclaté. Ah, Et je j'imagine. ne suis absolument pas supporter de l'équipe nationale belge de rugby. Je ne peux pas te dire que je savais pas qu'ils en avaient une, ce serait grossier, évidemment, mais voilà, c'était voilà, j'y suis allé, j'ai pris un pied énorme, le public belge était extraordinaire, donc j'ai fait lancer des chants, etc. Oui, quand t'as les techniques, tu peux le faire, mais sur la durée et pour que surtout les copes de supporters te suivent, si t'es pas crédible en tant que passionné, en tant que supporter, si tu viens pas de la tribune, c'est compliqué d'après moi. Je comprends. Je suis d'accord avec toi. J'apporte juste une nuance et je voulais savoir ce que tu en penses. Euh, je suis pas spécialement fan de la phrase de Jacques-Henri Hérault, pardon, qui a marqué les esprits en disant que 99% des supporters marseillais étaient des membres pardon, de l'OM étaient supporters marseillais et que ça posait un souci. Mais je t'imagine, tu prends 4-0 à Mauroy contre un club.
ça n'a pas été évident de mobiliser la tribune, d'essayer de faire en sorte que tout le monde chante, parce que forcément, toi, tu es affecté par rapport à ce que tu vois sur le terrain. Alors, pour le coup, là, tu parles d'un scénario qui nous est arrivé, hein. Premier match de l'après Galtier, on est chez nous, on reçoit Nice avec Galtier de l'autre côté, on prend 4-0. Bah, à ce moment-là, tu n'as plus trop à mettre l'ambiance. En fait, nous, notre job, c'est de chauffer avant, de chauffer sur le parvis, de chauffer en avant-match, de chauffer au moment de la compo, l'entrée des joueurs, etc. Après, c'est aux joueurs de faire le taf. Nous, à ce moment-là, on n'a plus le droit de passer des messages pro-club, hormis la célébration d'un but. Tu vois, là, la Ligue nous autorise à être à fond. Voilà. Ils ne nous demandent pas d'être neutre et de le faire aussi fort pour l'adversaire que pour le but de notre équipe. Bah, tu prends 4-0, c'est juste que oui, à la mi-temps, si tu as un petit jeu à animer ou si à la mi-temps, tu veux essayer de revigorer les supporters pour leur dire, allez, ils vont revenir sur la pelouse, faut être avec eux, ça, tu le fais quand même. Alors évidemment, tu as moins de répondance s'il y a déjà 0-4. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais la partie de taf d'enflammer les supporters, euh, si effectivement tu connais une série de défaites à domicile et tu te dois toujours en avant-match d'aller les chauffer, ça peut être plus compliqué. Effectivement, il y a ton public va déjà être moins nombreux au stade et les supporters peut-être un petit peu désabusés et moins te suivre. Mais t'as toujours ces aficionados qui vont rien lâcher et qui vont toujours y croire. Mais tu vois, je peux te donner un autre exemple, c'est l'exemple du speaker de Lens. Ça peut être curieux que je cite moi le speaker de Lens, mais qui fait extrêmement bien son taf. Et il est nouveau, hein. Il y a eu Cyril pendant un moment et là c'est je sais plus, je crois qu'il s'appelle Antoine ou un truc comme ça. Bref, non, pas bref. Je sais pas si tu as entendu parler de sa compo, où il fait une compo un petit peu spéciale, où tu vois, il fait un petit truc sur les joueurs avec il fait vraiment monter la sauce. Il y avait un gamin qui avait fait ça sur les réseaux, il l'avait invité sur la pelouse et tout. J'ai pas les mots en tête et donc je voudrais pas me tromper en essayant de reprendre une de ses phrases, mais c'est super, ça marche super bien. Le public reprend à fond, le public adore ça. Il a beaucoup été mis en avant pour ça et c'est cool parce que du coup, ça a permis de mettre en avant notre profession. Mais je me dis, le jour où ça ira moins bien pour l'équipe, le jour où ça ira moins bien pour le joueur en question, qu'il enflamme avec une phrase bien particulière, tu vois, qu'est-ce qu'il fait? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, complètement. Le public va plus le suivre. Le joueur, il fait de la merde pendant 3 mois, ou alors il a fait une sortie dans la presse sur son club. Qu'est-ce que tu fais toi derrière? Ouais, c'est plus Tu vois ce compliqué. que je veux dire? Je comprends, je vois C'est ce que tu veux compliqué. dire. Tu dois revenir à un truc un peu plus sobre, un peu plus tranquille. Enfin, après c'est bien. Il a eu raison de le faire. Il a marché comment dire, il a surfé sur cette vague-là et au niveau du public, ça envoie et tout, donc c'est cool. Le jour où ça va moins bien, il va devoir se réadapter. Il le fera, je pense. Tu vois. Et c'est en ça où ça peut être compliqué, effectivement. Je comprends et je vois ce que tu veux dire en termes de gérer les temps forts en fait de ton équipe. C'est ça. Justement, toi, en tant que speaker, pour le coup, c'est quoi ton souvenir numéro un, le plus mémorable là, que tu as eu durant ces 5 dernières années avec le LOSC? Ah, il y en a eu beaucoup. Je pourrais te parler de. Il y a la compo, l'annonce de la compo face à Valence, ma première campagne de Ouais, Ligue des Champions. Et c'est pas le premier match à domicile. Je crois que c'est le deuxième, si je dis pas de bêtises. Et parce que le premier, t'entends la petite musique, t'as des étoiles plein les yeux. À ce moment-là, t'es supporter, hein. De toute façon, je suis toujours plus supporter que speaker, évidemment, mais donc je sais plus trop comment j'ai fait la compo, etc. Mais je crois que c'était le deuxième match de groupe contre Valence. Et là, tu te dis, mais ouais, c'est incroyable. Et là, tu as tout le stade qui te répond vraiment. C'est plus seulement les deux copes, plus pas mal de monde quand même. Chez nous, ça va, on n'a pas à se plaindre, mais là, c'est tout un stade qui te répond à l'annonce de la compo. Et là, je me souviens avoir eu des frissons. Il y a aussi le 4-3 contre Monaco il y a 2 ans, avec Joe Bamba qui nous délivre à la fin. Le but de Bourak, le penalty de Bourak contre ouais, Chelsea. bien sûr. Tu vois, tu mènes 1-0, tu te dis, là, pareil, des frissons extraordinaires au moment d'annoncer son but. De toute façon, tous les buts de Bourak, c'était exceptionnel, mais Chef-d'œuvre sur tellement le chef-d'œuvre. public répondait. Hein? En plus, c'était chef-d'œuvre sur chef-d'œuvre. Oui, c'est clair, c'est clair. Mais ouais, puis à ce moment-là, tu te dis, il y a 1-0, bah, c'est du foot, hein, pourquoi pas aller créer l'exploit contre Chelsea. Bref, ouais, je pourrais te citer ces 3 moments-là, mais très franchement, je mesure ma chance en fait à chaque fois que je suis au milieu de la pelouse, tu vois. Peu importe l'adversaire en fait. Au moment où je fais une compo, je donne tout parce que il faut gagner. Tous les matchs, il faut les gagner, tu vois. Donc j'essaie de moi d'être ça peut donner aussi un petit côté exemplaire en gros. Ou peu importe l'adversaire, faut qu'on se donne tous à fond pour encourager notre équipe. Et je le fais pas pour ça, je le fais parce que déjà moi, j'arrive pas à être modéré. J'ai tout le temps mon ingé son après dans l'oreillette, tu sais, j'ai mon ingé son qui me dit François,
Vas-y doucement. Faut que tu tiennes 90 minutes. Il y a 4-0, comment tu vas faire? Tu vois? C'est vrai que voilà, tellement d'enthousiasme que je hurle dans le micro, peu importe l'adversaire. Mais ouais, il y a ces moments-là que je viens de te citer qui sont particulièrement forts. Ouais. Ouais. Et j'en ai sans doute oublié quelques-uns. Et ça fait que 5 ans, donc t'imagines dans 10 ans. Ouais, oui, c'est clair, c'est clair. Yilmaz face à Mendy. Yilmaz, c'est le moment. Et voilà Lille qui mène à 0. C'est déjà un scénario que l'on espérait, que l'on osait croire. Justement, en parlant de cet enthousiasme, j'aime bien m'intéresser un peu au côté irrationnel du supporterisme. On est prêt à faire des choses qui sortent un peu de nulle part par rapport à un amour pour un sport. En l'occurrence, toi, ça va être le football. C'est quoi, toi, selon toi, en tant que speaker, en tant que supporter, voire même en tant qu'amoureux du sport, le truc dans ta vie le plus irrationnel que tu fait pour un joueur, pour une équipe? Ah, alors là, j'ai rien qui me vient en tête. Je sais que je peux avoir des comportements complètement absurdes. Si par exemple la tournure d'un match, le scénario d'un match ne me convient pas, il a pu m'arriver de me mettre dans des états, mais pas possible, tu vois. Même il y a pas longtemps, tu vois. J'ai 40 ans depuis quelques jours, mais même il y a encore peut-être 6 mois, je me souviens d'un match oui, c'était ça, l'Air Gourvenec. Mhm. Sans commentaire sur la personne, mais voilà, ça allait pas bien pour nous. Tu sortais d'un titre, etc. Mais je me suis mis dans des colères noires, tu vois, de frustration, donc, et il fallait pas me parler pendant peut-être la demi-journée qui suivait derrière, tu vois. Alors que bon, t'es adulte, ça va, le foot, t'en as vécu des matchs, mais encore aujourd'hui, ça peut m'arriver, ça. Après, voilà, je sais pas, des trucs dingues. Non, mais tu vois, célébrer des victoires comme j'ai pu le faire, à se mettre dans la fontaine, grand place. Voilà. Après, ça, c'est pas extraordinaire. On était de nombreux à le faire, mais je pense que moi, ça se traduit surtout dans mes excès, que ce soit de joie ou de tristesse. Mais j'appellerais pas ça de la tristesse parce que ça reste du sport. Mais parfois, toi, t'oublies ça. Et t'es dans un tel état de frustration que tu te mets en colère, que tu peux, je pense qu'il nous est tous arrivé d'insulter les joueurs et même les nôtres, tu vois. Tellement t'es énervé parce que tu attends quelque chose en fait, tu vois, et ça vient pas. Donc, ouais, moi je pense que c'est plus vraiment dans les extrêmes du comportement. Je suis assez d'accord. Je suis un peu comme toi. J'ai du mal à me contenir alors que ça reste un sport. Il se passera sûrement Ouais, deux matchs la semaine prochaine. Alors, je parle pas des gros événements de Ligue des Champions, mais moi qui suis supporter rennais, j'arrive à m'énerver devant un Rennes-Clermont sur une 26e journée, alors que je suis pas sûr que ça en vaille le coup, c'est ça. mais, C'est mais, mais, exactement ça. mais ça rend fou. Si tu veux bien, juste s'extraire un petit peu du football une seconde, Ouais, tu nous as fait part de ton expérience avec l'équipe nationale belge de rugby. Il me semble, et je trahis ouais, pas un secret, que tu as fait deux Tours de France sur la caravane, me semble-t-il. ouais, ouais, absolument. Est-ce que tu peux nous dire un mot Ouais. sur cette expérience? Ah, alors là, c'est très dur de réduire cette expérience à un mot. Alors, disons C'est- deux. Non, mais tu vois, en fait, pour l'anecdote, j'ai un très très bon ami Damien que j'ai rencontré au LOSC. Quand il a su que j'allais faire ça, il m'a dit, écoute, tu vas voir, ça va être plus fort que le stade. J'ai dit, Damien, plus fort que le stade, c'est pas possible. En vrai, c'est incomparable. Je ne dis pas que ça a été plus fort que le stade, mais l'expérience humaine, parce qu'on parle de la caravane du Tour de France, hein, qu'on précise bien, parce que Bien j'ai sûr, pas fait les 3000 et des kilomètres à vélo, en évidemment. effet. C'est une expérience humaine de dingue. Je souhaite à tout le monde de vivre ça dans sa vie une fois. C'est complètement fou. En fait, le Tour, ça se vit, ça se raconte pas. C'est ouais, c'est une expérience humaine. Tu vois, je m'amuse, enfin, je m'amusais. J'avais toujours du mal avec ces gens en télé-réalité, tu vois, au bout d'une semaine, ils s'appellent, ouais, t'es mon frère, t'es ma sœur, etc. Alors qu'ils se connaissaient pas du tout. Et ben, moi, j'ai vécu ça. Tu vois, au bout de une semaine, 10 jours, les gens que tu fréquentes du matin au soir, en plus, on fait des journées de 16 heures, tu vois, enfin, c'est très, très intense, c'est très physique, le Tour de France, en tout cas, la caravane. Et tu rencontres des gens incroyables, tu vis quelque chose de très, très fort à travers une vraie famille. Et j'ai rencontré, ouais, des frères, des sœurs et des vrais amis, tu vois. Et ouais, les deux mots que je pourrais te dire, du coup j'ai dit plein de mots, mais je vais citer mon chef caravane, Nico, qui disait voilà, la veille de mon premier grand départ, qui nous a dit à tous les nouveaux, j'ai deux choses à vous dire. Le premier, c'est qu'on part demain, après-demain, on est sur les Champs-Élysées. Et c'est très vrai. Ça va à une vitesse folle. Et la deuxième chose, il nous a dit,
appelez vos proches ce soir et prévenez-les que quand vous allez rentrer dans 3 semaines, vous allez être en dépression. Vous n'allez pas être souriant, vous n'allez pas être joyeux. En fait, vous allez vivre une descente, quoi. Ce qu'il voulait dire, c'est qu'on allait être en descente, tu vois. On allait avoir un blues parce que tu vis quelque chose de tellement hors du temps, de tellement incroyable, avec des gens qui t'applaudissent. Tu vois, tu passes sur le char et tous les gens ont le smile, t'applaudissent. Voilà, c'est ça, pendant 3 semaines. Donc après, toi, t'es là dans ta bagnole, t'es tout seul. Les gens, ils te klaxonnent, ils font la gueule. Enfin, tu vois, ça change complètement. Mais ouais, non, vraiment, expérience folle. Et j'adore le vélo. Je suis un passionné du Tour de France grâce à mon beau-père depuis tout petit. Et c'est la première année où j'ai pas suivi le Tour de France parce que j'étais trop pris par la caravane. J'étais trop pris par ce que j'étais en train de vivre. Et là, je suis même pas capable de te dire qui a gagné ce tour-là, tu vois. Bah Donc, ouais, c'est non. hyper prenant de voir autant de monde sur les routes. Oui. Justement, tu as fait le rugby, tu as fait le cyclisme. Hors football, parce que je sais que tu vas me répondre la finale de Ligue des Champions avec le LOSC, ce serait quoi l'événement que tu rêverais de faire en tant que speaker? Tout sport confondu. Ok. Bon, écoute, si un jour la place de speaker de l'équipe de France se libère, je suis très très chaud. Mais on a Ouais. dit hors football. Pas forcément football, en effet, c'était hors LOSC, mais la place de speaker de l'équipe de France, ça sonne bien, ouais. Ouais. Franchement, ouais. Ce serait vraiment un gros kiff. Alors, elle est occupée par Max, qui fait ça très bien, en duo avec Pauline. Je pense qu'il est là encore pour quelques années, mais je lui ai déjà dit à Max de Fun Radio pour les plus anciens aussi. Je sais pas si tu as connu. Bien sûr. Que j'ai eu l'occasion de rencontrer, du coup, et voilà. Il sait que je suis très très chaud dès qu'il raccrochera le micro, mais je dirais ça. Après, il y a plein de sports que j'aimerais faire. Tu vois, j'aimerais faire du basket, j'aimerais faire du hand. Mais non seulement je me sens pas légitime parce que je connais moins ces sports-là, c'est une animation très spéciale, tu vois, tu as des scores, je sais pas, un match de basket, ça fait 80 points, donc tu as eu 40 paniers, enfin, ça s'anime différemment, le hand aussi. Mais je suis très curieux de m'y essayer un jour, pourquoi pas, tu vois. Là, il y a les JO qui arrivent. Les JO, ça va être complètement fou, donc ça aussi, j'aimerais beaucoup y participer. Complètement. Sur le hand ou le basket, tu vois, pour le coup, c'est deux sports-là qui vont être à Lille. Mais même si c'est pour l'animation de fan zone, ouais, j'ai envie de participer à ces trucs-là, ce serait fou, ouais. Je comprends. Notre échange va toucher à sa fin. J'aimerais te poser une dernière question, François, si tu le veux bien, qui Ouais, est bien un sûr. peu la question récurrente qu'on va avoir à chaque podcast. Ok. Si tu pouvais revenir dans le passé et être, alors, même pas speaker, mais supporter ou spectateur d'un moment sportif dans l'histoire, tout sport confondu, quel moment t'aurais aimé vivre? C'est une très très bonne question à laquelle je vais essayer de répondre rapidement, mais j'ai tellement de moments qui arrivent là. Avec mon club, j'ai eu la chance d'en vivre un paquet. Ah ouais. La Coupe du Monde 98 au stade, j'ai envie de te dire. La finale? La Coupe du Monde 98 au stade, ouais, la finale forcément. Et puis pourquoi pas aussi le titre de champion, le premier que j'ai connu en tout cas au parc, ouais. Ouais, le titre de champion au parc ou la finale de France 98. Ouais. Après, il y a plein d'autres moments. Hein. En athlée aussi, tu vois. Enfin, ouais. Mais ouais. Je dirais ces deux-là. Parce que c'est vraiment les moments qui m'ont marqué, en tout cas dans mon passé de supporter de foot du LOSC et de l'équipe de France. Ouais. Pourquoi pas un jour, François Van de Weg, speaker de l'équipe de France en finale au Stade de France, je sais pas, Croatie, le revival, France-Espagne, ce serait beau. Serait incroyable. Ce serait incroyable. On en reparlera, écoute, c'est enregistré en tout cas. Avec plaisir, c'est enregistré, on rediscutera ça si le moment venu, on sera les premiers à l'avoir dit ici en exclu. Ah ouais, grave. François, merci beaucoup. Même si on s'est trompé sur l'adversaire, c'est pas grave. Hein. Complètement. Je te le souhaite. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et d'être livré comme ça. Merci à toi Arthur, c'était vraiment très sympa comme expérience et très, très intéressant. Merci beaucoup de m'avoir invité. Avec plaisir. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont écoutés. Rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous.